Bernard Isler, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la parution d'un merveilleux roman graphique, Mademoiselle Baudelaire, qui est une biographie d'artiste consacrée à un immense poète pour lequel, comme vous l'indiquez d'ailleurs, vous avez une admiration depuis très longtemps. Et vous avez adopté pour raconter Baudelaire un point de vue tout à fait singulier et très riche, qui est celui évidemment du roman graphique, donc il faut dessiner, mais aussi il faut raconter en fiction ce que la réalité de l'histoire nous a dissimulé ou qui vous permet de réinventer le destin d'un homme et d'en faire un portrait très touchant, très attachant, très proche. Alors, le point de départ de l'histoire, c'est l'enterrement de Baudelaire. Donc, on commence par la fin de sa vie et une lettre que celle qu'on appelle la Vénus noire adresse à la mère de Baudelaire pour lui raconter finalement son point de vue à elle sur Baudelaire. Alors, comment est venue cette idée, parce que vous êtes à la fois l'auteur du scénario et de l'ensemble du roman graphique, c'était une difficulté de trouver par quel point de vue attaquer la biographie d'un monument comme celui-là. Bien sûr, c'est forcément toujours intimidant de prendre une légende de la littérature française. Et c'est en travaillant la biographie, et il se fait que le projet a été présenté en 2015 et qu'il a d'abord été resté en attente dans le purgatoire de la plupart des éditeurs et ça a été présenté. Et donc sur ce temps-là, bah oui, moi j'ai cru que le projet ne se ferait pas, mais j'ai continué à lire sur le sujet, ça me passionnait, parce qu'au-delà du poète dont j'ai admiré surtout les poèmes, je ne connaissais pas sa vie. Et donc, le fait au départ de me dire, tiens, et c'est quoi un poète maudit? À quoi il ressemble? Quels sont, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait qu'on devient un poète maudit et qu'on assume cette vie-là? Et donc, j'ai commencé à lire énormément. Et puis, c'est des anecdotes qui m'ont donné envie de prendre ce point de vue. C'est vrai que la première question qui se posait dans le cas de Baudelaire, c'est est-ce que les femmes aiment Baudelaire? Ça, je n'en sais rien. J'avais l'impression d'avoir que des hommes qui parlaient toujours de ces poèmes qui sont toujours assez sulfureux, avec ce côté scandaleux au niveau du sexe, avec cette portée de mec, on va dire. C'est un mec entouré de mecs qui parlent de la femme. La femme, c'est pas une femme, c'est toujours la femme. Il fait une apologie de cette Vénus noire tellement fort qu'à un moment donné, bah forcément, je me suis intéressé à qui était cette Vénus noire. Et c'est là qu'effectivement, c'est la première anecdote du livre, c'est le fait que ça commence au moment de la mort de Baudelaire en 1867, puisqu'il est mort assez jeune, il est mort à 46 ans, et il est mort, soi-disant, dans les bras de sa mère. Et de ce fait-là, sa mère il était l'enfant unique de sa mère, sa mère a eu l'héritage de toutes ses lettres, de tous ses courriers. C'était quelqu'un qui écrivait beaucoup. En plus, c'est un siècle où on écrivait beaucoup. Et elle a opéré une sélection sur tous les écrits et toutes les lettres. Et surtout, dans le cas de la Vénus noire, qu'elle abhorrait pour diverses raisons, et qu'elle a détruit, et ça, tout ça est vrai, elle a détruit toutes les lettres qui étaient signées de la main de Jeanne Duval. Alors, est-ce qu'elle s'appelle d'abord Jeanne Duval? Personne ne sait. On n'a aucune source. On ne connaît pas son vrai nom, Jeanne Duval, Jeanne Lemaire, Jeanne Dardard, Jeanne Prosper. Elle a signé, on parle d'elle, plusieurs contemporains de Baudelaire parlent d'elle avec des noms qui varient, ce qui n'était pas extraordinaire à l'époque, puisqu'elle est comédienne déjà, donc on peut imaginer qu'elle prenne des pseudonymes. Mais au-delà de ça, il y avait aussi une volonté sans doute d'échapper aux huissiers, et que, bon, bah, il n'y avait pas Internet à l'époque, il suffisait de changer de quartier de Paris et le huissier mettait beaucoup de temps à vous retrouver, d'autant que si vous changez de nom. En plus, les propriétaires ne devaient sans doute pas demander la carte d'identité. De toute façon, c'était facile de l'identifier puisqu'elle était noire. Voilà, ça c'est la grosse chose de l'époque, elle est noire. Et donc, j'ai lu au départ en disant qui est cette femme? J'apprends qu'elle n'a pas de date de naissance, personne ne sait, et on n'a pas de date de décès non plus. Et après ça, ben, à quoi elle ressemble? Et donc, il n'y a pas de photo, et il y a surtout les dessins de Baudelaire, et ce que lui en dit. Et ce que lui en dit est très variable, parce que on s'en rend compte qu'il écrit à sa mère souvent en parlant de Jeanne, mais comme
dans la même lettre, il demande de l'argent, souvent. On peut imaginer que ça influence son discours à parler de Jeanne, qu'il décrit toujours de la manière la pire, pratiquement toujours de la manière la pire quand il parle de sa mère. Et ses contemporains, ses amis qui sont Félix Nadar, qui sont les autres qui parlent d'elle, le font avec sans doute les préjugés de l'époque. Elle est noire, on est à une époque où la France a des colonies, où il y a un esclavage qui est plus ou moins courant, accepté, je ne sais pas, mais il faut attendre 1849 pour qu'il y ait l'abolition de l'esclavage. Donc les rapports sur la capitale et ses provinces et ces individus qui ne sont pas de la même couleur de peau, c'est aussi au même moment que la France essaye de se construire une identité patriotique, une patrie, et qu'on n'est pas très loin, 10 ans après, on va inventer la théorie des races, puisque c'est les Français qui l'ont inventée. Donc on est dans un rapport comme ça, un peu à décrire, et c'est difficile à juger, j'ai envie de dire. C'est difficile à juger. Est-ce qu'ils étaient vraiment racistes? Ils étaient certainement condescendants. Mais n'importe quel Parisien qui parle de qui que ce soit d'autre se sent toujours supérieur, on va dire. Donc, je ne sais pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre le point de vue justement de cette femme qui n'existe pas, qui est comme un fantôme. Voilà, personne ne sait. Tout le monde dit beaucoup de mal. C'est déjà une malédiction. Est-ce que, en tant qu'auteur de fiction, pour moi, c'était peut-être plus facile de prendre ce costume-là, plutôt que de prendre le costume en faisant appel à tous les biographes de l'époque et ceux qui ont suivi, qui sont toujours des hommes d'ailleurs, et me dire, tiens, quel est le point de vue féminin? Et ça a été un vrai départ qui fait que, oui, j'ai eu cette petite entrée, cette idée d'une petite entrée fictionnelle qui est que peut-être, après tout, que Jeanne Duval a écrit une lettre à la mère de Baudelaire en réclamant un héritage, puisqu'elle est restée liée à lui toute sa vie et qu'il a continué à lui donner de l'argent toute sa vie. Malgré toutes ses difficultés à lui, il continuait à l'entretenir en partie. Et donc, ça permettait de prendre ce point de vue du fantôme qui parle et d'aborder des sujets qui sont parfois difficiles à traiter en littérature. Et qu'en bande dessinée, on est obligé et on a la chance en même temps, ce n'est pas qu'une obligation, de montrer des images de la scène et de les raconter. Si je prends comme exemple qu'il est évident que tout le monde sait qu'il passait des nuits torrides, qu'il y a une liaison orageuse, eh bien, ce sont des mots qui sont très généraux, tandis que quand il faut les dessiner, on rentre déjà dans la spécificité et on rentre dans ce détail et cette incarnation qui fait que c'est peut-être plus subtil, il y a peut-être beaucoup plus de nuances que cette Vénus noire. Elle n'était à mon avis ni Vénus ni noire, elle était une mulâtresse, peut-être même carteronne, ce qui donne une idée que sa peau était sérieusement claire, qu'elle n'avait pas un profil africain, qu'il est peu de chances qu'elle vienne des îles Maurice mais plutôt de Haïti, et que tout ça fait que le personnage n'est pas, comment dire, il échappe un peu à cette définition caricaturale de l'époque. Et ça donne un côté, comment dire, que c'est d'autant plus beau que Baudelaire, toute sa vie, n'a jamais dit une seule parole raciste, c'est une certitude. Il n'a jamais écrit, il avait beaucoup d'amis qui étaient noirs, qui étaient mulâtres. On pense à Alexandre Dumas, qu'on oublie qu'il était lui-même mulâtre, ou Privat d'Anglemont, qui était aussi originaire des colonies. Et donc, voilà, il y a ça, et on se dit que peut-être que la véritable biographie de Baudelaire, c'est Les Fleurs du Mal. C'est là qu'il est le plus sincère, parce que Baudelaire, c'est un gamin, quoi. Quand il commence, qu'il rencontre Jeanne Duval, il a 22 ans, il a touché un héritage paternel qui est assez énorme, c'est un fils de riche. Il rencontre une comédienne sur la scène du théâtre du Panthéon. Une comédienne à l'époque, ça veut dire une famille. Pardon? Une soubrette, un tout petit rôle, elle a un tout petit rôle. Là. Elle a un tout petit rôle en plus. Un véritable coup de foudre que vous dessinez là. Hein. Il a un vrai coup de foudre, c'est ce qu'il dit, c'est ce que ses copains disent. Mais bon, c'est quand même la bohème. Et donc la bohème, ça consiste à tous ces copains qui sont un peu comme des hippies ou des punks, qui vivent ensemble. Et bon, dans les années 1970, la libération sexuelle et tout, il y avait des filles qui couchaient avec plusieurs amis.
Ce n'était pas non plus une révolution. À ce moment-là, on disait qu'on était libérés. À l'époque, c'était peut-être comme ça qu'ils le voyaient. Ils étaient, c'est Nadar, c'est Gérard de Théodore Nerval. Banville. Oui. Effectivement, ils sont jeunes aussi, ils partagent les femmes, et donc Nadar est le premier amant de Jeanne Duval en même temps. Et peut-être qu'il se cotise pour payer l'appartement, mais Baudelaire est plus riche, peut-être qu'il veut épater. Et il y a beaucoup d'anecdotes qui semblent donner une idée du personnage comme un personnage assez fanfaron qui a besoin de dire des choses pour provoquer par moment et tout. Et donc, c'est difficile dans les écrits qui parlent de lui et tout, d'y voir toujours quelle est la part de vérité. Il part parfois de souvenirs qu'il est complètement inventé, qu'il dit après que c'était une blague juste pour voir l'effet que ça fait. Et donc, j'ai imaginé que vraiment, les Fleurs du Mal étaient son autobiographie, mais un peu masquée et volontairement masquée, où il est sans doute le plus sincère et où il va expérimenter le plus intime de lui. C'est à la fois ses ambitions pas littéraires, bien sûr, qui veut renouveler la poésie, mais voilà, il y a tout un discours sur la beauté qui va traverser les Fleurs du Mal. Il y a aussi forcément un certain discours sur la femme, et il prend à ce sujet Jeanne, et le fait de se saisir de Jeanne comme modèle premier, qui est d'abord la femme qu'il aime, qu'il vénère, qu'il le passionne, qu'il passe son temps à la fois diaboliser, à la fois vénérer comme une déesse, c'est la femme. Et à travers ça, on sent bien qu'il y a une volonté, je dirais, de quête de la beauté moderne. On dit toujours que Baudelaire est l'inventeur de la modernité, et je pense qu'à cet égard, c'est moderne, parce qu'il va parler d'une femme qui n'est pas une déesse de l'Olympe, qui est justement l'inverse, et qu'il en fera une forme de déesse, non de l'Olympe, mais sans doute de l'enfer, qui est une créature sulfureuse. Et on n'est pas étonné après ça que ces provocations mènent à ce qu'il se fasse censurer en 1857 par un procès et qui aboutit au fait qu'on supprime des passages, et particulièrement ceux qui sont jugés pornographiques. Voilà. Donc, à travers tout ça, j'ai essayé de faire une bande dessinée, et notamment les scènes, comme on dit, explicites, sont nées de cette lecture des Fleurs du Mal, puisqu'au départ, je n'avais absolument pas l'intention, curieusement, de faire de scènes de sexe. Tout le monde sait que Baudelaire était un individu débauché, qu'il allait dans les bordels. Oui, il était certainement voyeur, avant tout, mais il y a quand même un élément important, c'est qu'assez rapidement, il est atteint de la syphilis. Et donc, on parle plus, et les témoins de l'époque parlent plus de côté, comment dire, qu'il était plus voyeur que consommateur. Certains, son ami Nadar, Félix Nadar, à la fin de sa vie, va même prétendre que c'était un poète vierge, puisqu'il ne l'a jamais vu coïter devant lui, ce qui pourtant se pratiquait entre amis, on allait au bordel ensemble, etc., et on se partageait les femmes. Donc voilà, mais cette intimité-là, personne n'a eu accès à cette intimité. Et donc là, moi, en tant que dessinateur, j'ai plongé dans le sujet et j'ai raconté cette histoire pour plusieurs raisons. Elle a mis du temps à se faire avec les éditeurs. Un beau jour, l'éditeur vient vers moi et dit maintenant il faut le faire. Est-ce que tu es toujours d'accord? Et ok, au pied levé, je me lance. Et il y a cette date du bicentenaire. Cette année, en avril 21, c'était le bicentenaire de Baudelaire. Et donc en 2020, je commence et je me dis, pour raconter toute une vie comme ça va être court. Et donc, la seule possibilité, c'était de commencer à dessiner. J'avais fait quelques années auparavant une forme de squelette des principales anecdotes de sa vie que j'avais envie de mettre dans le livre. Et je me suis lancé. Et la première chose, c'était de dessiner la scène et de dire, tiens, qu'est-ce que ça pose comme question? Et après ça, je cherchais dans la documentation. Par exemple, je commence et je dis, à quoi ressemble Jeanne? Première chose, je vais chercher tous les documents, principalement les dessins que Baudelaire a fait dans l'Épistrodèle, mais c'est un peu comme de la BD, c'est très idéalisé. Et puis, à force de chercher dans les photos, notamment de Nadar, qui est le grand ami, qui fait poser tout Paris, tout le people, il y a un portrait anonyme qui retient Nadar qui mon attention. dessinait, avant d'être photographe, Nadar dessinait, comme vous l'indiquez. Absolument. Voilà, Il faisait des les caricatures. photographies, il y a la photo de Baudelaire qu'on connaît, Ouais. faite par Nadar à la fin de sa vie, à la fin de la vie de Baudelaire.
Ouais, Mais Nadar était un dessinateur. C'est un des détails que l'on découvre oui, que l'on retrouve dans votre livre. c'est un caricaturiste qui a pour projet au départ de faire la caricature de tous les gens importants de Paris. Et après ça, quand il fait de la photographie, il ne fait que continuer cette démarche. Et donc, je me rends compte que tous les copains de Baudelaire sont caricaturés et sont en photo, tous, sauf Jeanne Duval. Et comme il parle lui-même de Jeanne Duval, comment ça se fait qu'il ne l'a pas fait poser, puisqu'on sait que elle était assez connue, puisque le peintre Courbet l'avait mise dans son tableau, l'atelier de Courbet, il fait poser Baudelaire avec sa muse. Voilà, ça c'est C'est une anecdote une anecdote, c'est un phénomène assez extraordinaire que le Jeanne qui apparaît dans le reflet du miroir d'une psyché qui est à côté de Baudelaire dans le coin du tableau L'Atelier du peintre a disparu petit à petit et puis réapparaît à la fin Elle a de. disparu tout petit à petit, en fait. Courbet, qui avait une volonté de faire une forme de coup d'éclat pour le salon de Paris de 1855, voulait faire son atelier avec une forme de mise en abîme où il montrait les gens qui allaient dans son atelier. Il y avait une forme de métaphore de la société. Et donc, à travers la métaphore, il y avait le poète et sa muse, Baudelaire et sa muse. Donc, il peint Jeanne. Et il se fait qu'à ce moment-là, eh bien, Jeanne et Charles se disputent une fois de plus et c'est la rupture. Voilà, encore une, il y en a eu des multiples. Et Charles va demander à Courbet d'effacer Jeanne du tableau. Et donc, Courbet va le faire. Pourquoi? Parce que Courbet pratiquait ça fréquemment. Il dessinait des choses ou il peignait des choses et puis il les recouvrait. Et dans ce fameux tableau de l'atelier, il y a plusieurs choses qui sont plusieurs couches. Mais il se fait qu'il le faisait vite et qu'avec les années, eh ben, le tableau, à ce moment-là, a été présenté en 55 et Jeanne n'était plus là. Mais avec les années, 40 ans plus tard, les pigments ont chimiquement muté et le fantôme est réapparu. Et cette anecdote est tellement belle qu'effectivement, c'est elle qui m'a donné envie de l'histoire. Ah oui. Et donc, c'est un vrai fantôme. Même quand on essaye de la cacher, elle revient. Voilà. Et voilà, elle est revenue une deuxième fois sous votre plume, sous Voilà. votre À un trait, moment donné, ben, en votre imaginaire. fouillant dans les photos de Nadar, je suis tombé sur un portrait anonyme qui correspondait à la description de Jeanne. Et donc, voilà, je me suis dit, ah ben, ça doit être elle. Et puis, j'ai reconstruit toujours à base de sources, et tout le livre est sourcé dans le sens que même les dialogues, l'écrasante majorité des dialogues provient de lettres ou de bouquins qui ont été de bouquins du genre Mes souvenirs avec Baudelaire, etc. Et donc, tout a un parfum comme ça de vérité, on va dire, qui est évidemment, par la chance qu'offre la bande dessinée, offre une distance. Voilà, déjà. Il y a effectivement une vérité, mais aussi cette vérité sensible qui fait qu'à travers le fait d'avoir choisi le point de vue d'une femme, d'avoir choisi le point de vue Oui. de Jeanne, finalement, vous parvenez à raconter à peu près tous les épisodes de la vie de Baudelaire et on les voit à travers votre regard, mais aussi à travers ce double regard qui est celui de Jeanne. Donc, avec une sorte de bienveillance, mais parfois aussi je dirais presque de consternation lorsqu'on découvre les conditions matérielles de la vie de Baudelaire à certains moments, qui est placé sous tutelle, qui est sous la fascination, l'admiration, l'amour absolu pour sa mère, mais c'est finalement quelque chose qui est très dévastateur. Et puis, on voit que c'est une vie misérable qui s'achève lorsque la maladie l'emporte. Alors là, tous ces éléments-là, comment les avez-vous choisis? Parce que finalement, vous ne pouviez raconter que ce que Jeanne pouvait, de manière plausible, avoir vécu. Donc, tous les voyages outre-mer, ils ne sont qu'évoqués. On évoque qu'ils ont eu lieu. Ils sont qu'évoqués par le biais de petits souvenirs que lui-même, Baudelaire, a écrits à un moment donné. Voilà. Et donc, ma question pour la formuler différemment, qu'est-ce que ça vous a appris à vous, Isler, de plus ou de mieux sur Baudelaire que d'avoir choisi le point de vue de Jeanne de la Vénus noire? Quand déjà vous découvrez qu'elle n'est pas tout à fait noire, que la première lettre qui apparaît dans le livre et qui est au moment où Madame Aupic, qui est la maman de Baudelaire, parle à Asselineau, qui est le grand ami de Baudelaire juste après l'enterrement, c'est les dialogues, c'est le dialogue d'une lettre qu'elle a écrite à Asselineau à peu près à ce moment-là, et où clairement, elle identifie Jeanne comme étant la source du mal, c'est-à-dire de celle qui a donné la syphilis à Charles.
et qui en plus passe son temps à réclamer de l'argent. Donc, sur ce postulat-là, que j'ai commencé à essayer de vérifier, je me suis rendu compte que tout était plutôt l'inverse. Elle a été diabolisée. Donc, ça donne une piste. Déjà, on se rend compte que si Baudelaire a été mis sous tutelle, c'est parce qu'il est flambait. C'était un vrai flambeur, quoi. Avant même d'avoir rencontré Jeanne, il commence déjà, et avec Jeanne, ça ne fait que s'amplifier, mais on ne peut pas dire que ce soit Jeanne seulement qui en ait profité. Il a dépensé plusieurs millions d'euros en 3 ans. Enfin, c'est colossal, quoi. Et donc, la volonté de la mère était une volonté de maman bourgeoise qui veut protéger son fils et qui sait que s'il continue comme ça, il n'aura plus rien et qu'elle ne va pas pouvoir l'entretenir puisqu'elle n'a pas de revenus. Elle s'est mariée avec le général Opic pour survivre. Donc, dans cette mesure-là, elle le met sous tutelle. Mais d'un autre côté, vu du côté du poète, c'est sûr que c'est tragique pour lui puisqu'il sait très bien que dès lors qu'il est privé d'argent, eh bien, qu'il est mis sous tutelle auprès d'un notaire qui est un bourgeois de Neuilly qui est bienveillant, mais enfin, bon, c'est pas un artiste, loin de là. Il réunit tout ce que représente pas, la société bourgeoise de l'époque, d'ailleurs. La vocation bourgeoise de la société, il le dit à un moment donné, vous dépensez trop et la bourgeoisie doit s'enrichir et ne pas dépenser. Voilà. Et là, Baudelaire se dit, mais comment vais-je continuer à écrire si je dois travailler? Il faut comprendre qu'un fils de bourgeois, il n'a jamais travaillé, il ne sait pas ce que c'est et il en est sans doute incapable. Mais aussi, et pour lui, ça a sans doute autant d'importance, même si on n'en parle pas tant que ça, aujourd'hui en tout cas, à l'époque, un homme qui veut se marier, eh ben, c'est lui qui entretient sa femme. Dès lors qu'on le prive de cet héritage, il ne pourra jamais se marier avec Jeanne. Et donc, Jeanne est déjà maudite par sa mère à ce moment-là. Et c'est toutes ces questions que posait la relation qui étaient racontées comme des évidences, qu'elle était noire, que c'était elle qui avait précipité sa chute. Et si vous cherchez sur Internet, la plupart des biographies donnent le mauvais rôle à Jeanne. Et donc j'ai lutté contre ces préjugés en me demandant, au départ, c'est pas essayer de dire le contraire, j'ai essayé simplement de faire une enquête. Et à chaque fois, je me rends compte que non, elle était plutôt économe, la Jeanne. Et dans certaines lettres, on voit des traces que c'est plutôt elle qui essaye de garder l'argent. Et que Baudelaire, oui, c'est lui qui lui donne de l'argent, malgré qu'il invente n'importe quoi, et il veut, et pas parce qu'il est dans la passion. À ce moment-là, elle est hémiplégique. Elle n'est pas vraiment une figure de Vénus. C'est pas de l'amour, ça, franchement. On peut se poser sérieusement la question, quoi. À tout niveau, j'ai eu l'impression de gratter et de trouver le personnage de Jeanne sans pour autant essayer de le réinventer. Je n'ai jamais rajouté un élément qui n'avait pas été, comment dire, qui n'avait pas une crédibilité, au moins dans les témoignages. Voilà. Et ça, c'est l'expérience, ça a été extraordinaire parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai fait mon enquête, j'ai dessiné. Et bon, par exemple, aussi une chose que j'ai pas dite, mais première chose, Charles, il fait 1,58 m et Jeanne, elle fait plus d'1,80 m. Donc, on peut comprendre pourquoi il écrit La Géante et pourquoi il reste un peu au niveau du corps, il ne voit jamais la tête. Et tout ça prend une importance, quoi. Voilà. Tout ça m'a fasciné de voir comment quelqu'un qui souffre quand même tous les matins de cette maladie qui le ronge et qui va le tuer très vite, comment il arrive à la sublimer et en faire des poèmes qui restent toujours aussi actuels, qu'il était effectivement assez maudit à son époque, mais dès sa mort, il est devenu un monument de la littérature et il le reste encore. Et même quand ma fille sort avec un copain, eh bien, je me rends compte que ce jeune gamin qui est né, je ne sais pas, à la fin de l'an 2000, son auteur préféré, c'est Baudelaire. Donc, il doit y avoir quelque chose d'assez magique dans cet amour. Voilà, c'est simplement ça, quoi. Mais je n'ai jamais cherché ni à faire beau, ni à faire romantique. C'est clair que si vous menez une enquête et que vous dessinez en plus, vous rentrez dans la vie de ces gens, et que Baudelaire, qui au départ est quelqu'un qui me semblait très antipathique, parce qu'il peut être très méchant, très sarcastique, très cruel par moments, les portraits qu'on fait d'elle ne sont pas gentils. Et puis, au bout d'un temps, quand on les dessine, on attrape une certaine tendresse, on comprend leurs difficultés et puis aussi leurs ridicules par moments, parce que Baudelaire est parfois un peu ridicule. Et puis voilà, ça donne ça, et c'est une forme de magie qui a opéré, quoi. Alors, de par le fait que c'est un roman graphique, il y a l'histoire, la biographie de Baudelaire vue à travers Jeanne, mais il y a aussi
tout l'environnement dans lequel, le décor, je dirais, Oui, vous avez parlé de toute cette sensualité, cette sexualité exacerbée que vous dessinez magnifiquement. Je veux dire, il y a vraiment un flamboiement qui correspond finalement au style de Flaubert dans Les Fleurs du Mal, dans toute cette Baudelaire, exubérance. pas Il y a Flaubert. notamment une séquence où il fréquente les fumeurs de hashish, les hashishi, Oui, où là, il y a des doubles pages qui sont vraiment, on a l'impression qu'on est entré dans le cerveau de Baudelaire au moment où il consomme du hashish. Mais il y a aussi tous les éléments historiques factuels que vous resituez, comme par exemple la Révolution de 1848 et les barricades, où on voit Baudelaire dandy qui se transforme en ouvrier et qui va aller casser du traditionnel pour entrer en révolution. Ce qui est aussi assez surprenant dans ce qu'on sait et dans ce qu'on voit du Baudelaire dandy oui. préoccupé de C'est vrai lui-même. qu'on a longtemps, comment dire, un peu occulté cette période de la Révolution qui est pourtant un moment très important pour Baudelaire parce que quand il se lance et il fréquentait énormément les bistrots, il était proche des ouvriers de banlieue, il discutait avec tout le monde, il avait des théories, il parlait énormément Baudelaire dans sa vie. Et au moment de février 48, quand on appelle ça le printemps des peuples, c'est une forme de grand mai 68 qui a réussi. Et il y a une forme de république qui arrive, mais sans que personne l'ait vraiment voulu, puisque Louis-Philippe, tout le monde s'est révolté contre lui, mais il part en exil, et alors tout le monde se retrouve avec une république à ne pas savoir très bien qu'en faire. Et il y a une forme d'utopie qui va durer 3 mois, et puis après ça, voilà, il va de nouveau y avoir des combats avec les ouvriers qui se sentent lésés et qui vont s'affronter à la bourgeoisie. Mais avant ça, il y a un peu cette illusion du bourgeois qui se croit proche des ouvriers. Et Baudelaire va y croire comme les autres, et il va même presque abandonner sa plume de poète en espérant devenir journaliste et en s'impliquant dans une cause, au point qu'il va lui-même financer un journal et commencer à le vendre. Enfin, c'est jusque-là, quoi. Le salut public, déjà Le salut public. un programme. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est que, évidemment, chez Baudelaire, rien n'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Quand il est la première fois sur les barricades, en février 48, il y a à peu près tout Paris qui est sur les barricades et ça se passe la nuit suite à une forme comment dire, un assassinat d'une foule, un accident, on va dire. Et tout le monde, et comme on est le soir, il est forcé que Baudelaire était sous. Et donc, il va monter sur les barricades au départ, et c'est presque grotesque, en disant « il faut tuer le général Opic », qui est finalement son beau-père. Et donc, on peut imaginer à travers ça qu'il ait fait la révolution juste pour tuer son beau-père dans une grande mise en scène oedipienne de haine de son beau-père. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et en juin 48, quand là, ça devient vraiment sanglant et que c'est les ouvriers qui meurent sur les barricades et que c'est la bourgeoisie qui l'attaque, Baudelaire est encore du côté des ouvriers. Et là, on voit quelque chose qui est peut-être qui a été occulté parce ça le différencie de tous ses copains qui, eux, sont toujours restés finalement à faire de la rébellion de bistrot, mais pas vraiment dans la rue. Lui, il était dans la rue. Et à la fin de l'année 48, quand Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République, il sait que c'est fini. Là, il n'y croit plus. Et avec beaucoup de lucidité, je veux dire, il va reprendre son métier de poète, aussi misérable soit-il. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment le moment où, à la fois, la lucidité de Baudelaire, il va garder cette lucidité toute sa vie. Il a une lucidité invraisemblable concernant son époque, concernant l'industrialisation de ce monde moderne qui mange tout, de la photographie qui devient le succès de toute la bourgeoisie et de ce miroir narcissique, comme il dit, que représente le portrait. Et lui, il garde ça avec le fait que ça se double d'une hypersensibilité qui fait son talent de poète. Et donc, dans cette révolution, il y a à la fois son cœur qui parle en disant, voilà, qui veut tuer le général Opic et qui a cette forme de haine, d'un autre côté, une forme de lucidité toujours, qui se mélange. C'est sans doute ce qui fait la grande qualité de cet homme qui dépasse la poésie. Il n'est pas que poète, il est aussi critique d'art. Il est aussi un des plus grands critiques d'art de son siècle. On peut même dire qu'il a inventé la critique picturale. Il va découvrir, c'est un grand mot de dire découvrir,
il va mettre à l'honneur Delacroix dès 1845. Mais après ça, ce qui est beaucoup plus extraordinaire, c'est qu'il va aller découvrir Manet, qui est un tout jeune gars, et il va y sortir. Il a un goût incroyable, et il a un discours là-dessus qui, encore aujourd'hui... Texte aussi de critique d'art, c'est vraiment un écrivain sur l'âme. C'est un Alors, il y a écrivain sur encore un, parce que vous, oui. Vous êtes un bon client en interview, parce que pas de questions à poser, c'est formidable. Mais j'aimerais qu'on évoque encore deux ou trois points. Le premier qui concerne Baudelaire et puis le deuxième qui vous concerne vous. Le premier concernant Baudelaire, j'aimerais aussi qu'on évoque un peu cette fin de vie avec notamment la fuite à Bruxelles qui a valu à la Belgique d'être tellement vilipendée par Baudelaire, mais on comprend mieux quand on voit les conditions dans lesquelles il a été contraint à cet exil, poussé dans le dos par les créanciers, parce qu'il n'est jamais sorti de ses créances, notamment en se faisant truander littéralement par un antiquaire qui lui vendait à crédit toute une série de faux tableaux, même de tableaux qui n'étaient pas attribués. Donc, il y a une sorte de détresse, de misère financière dans cette œuvre. Et notamment, j'ai l'impression qu'elle s'incarne dans cet exil à Bruxelles, où sa vie à Bruxelles a été un tel désastre. C'est vrai que Bruxelles est un désastre pour lui pour plusieurs raisons. On va dire que la première, c'est que son éditeur, Poulet-Malassis, c'est le nom, hein, Poulet-Malassis, qui a édité Les Fleurs du Mal, a pu l'éditer parce qu'il l'a d'abord imprimé à Bruxelles. Et il a été assez vite poursuivi, au même titre que Baudelaire, et Poulet-Malassis est parti à Bruxelles. Donc Bruxelles a été un peu une terre d'exil, comme elle l'était souvent, comme pour Victor Hugo, comme elle l'a été aussi pour le peintre David, qui un peu après la Révolution, il est parti à Bruxelles. Et donc, il arrive là, perclus de dettes, mais surtout très touché par la maladie, quoi. Et à ce moment-là, c'est vraiment le martyr, c'est la fin de sa vie, il n'est pas très loin, il ne va pas passer tant de temps que ça à Bruxelles. L'existence est misérable et il va espérer faire des conférences, notamment sur Delacroix, et qui n'ont pas de succès. Et à partir de ce moment-là, voilà, il va cracher son fiel dans des notes. C'est son carnet de notes. Et on a fait beaucoup de cas de cette histoire de sa haine de Bruxelles. Ma foi, ça ne m'a pas paru l'essentiel de son œuvre. J'ai lu ça, je me suis rendu compte que, ben oui, c'est des petites notes, comme des carnets de croquis. Est-ce qu'on peut juger ça une œuvre? Il ne l'a jamais terminée. Et il revient plusieurs fois, et c'est très répétitif, comme s'il cherchait une rime. Mais d'un autre côté, il a le cerveau, parce que la syphilis atteint le cerveau. Il y a quelque chose qui ne va plus, et que forcément, c'est très, 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 très laborieux. Il n'arrive pas à terminer aucun de ses écrits, et donc ça va se terminer par le fait qu'il tombe en syncope devant l'église Saint-Roch à Namur en allant rendre visite à Félicien Robes. Et dès lors, voilà, c'est la fin. Donc, ce qu'il a écrit là-dessus, ma foi, j'ai difficile à en tenir compte, si ce n'est que... Oui, ce n'est pas sur ce qu'il a écrit que je vous interrogeais, c'était plus sur cette fin de vie qui est tellement désespérante, désespérée, frappée par la maladie. C'est vraiment un destin tragique. C'est un destin d'échec pour lui, c'est évident. Il aura tout fait pour essayer de définir la beauté, et il finit dans quelque chose qui est profondément laid pour lui. Et on peut comprendre que le Bruxelles de l'époque était assez laid. Ça, on oublie de le dire, mais Bruxelles n'était pas comme en 1900, c'était la Seine à ciel ouvert. La Seine, c'était une puanteur, pas possible. C'était misérable, ça. C'était comme Paris, certains quartiers de Paris étaient aussi, oui. Les villes étaient dans cet état de cloaque. Bien sûr, mais Baudelaire a très peu voyagé. Il est parti en Orient parce que son beau-père lui a imposé à 18 ans, entre 18 et 20 ans. Mais après ça, il est allé à Dijon et à Honfleur, et c'est à peu près tout. Tout le temps, il restait à Paris dans un circuit extrêmement étroit et très, comment dire, élitiste, malgré tout élitiste. Il a dépensé beaucoup d'argent. Les sommes qu'il recevait par mois n'étaient pas extraordinaires. Elles n'étaient pas extraordinaires, surtout pour lui, pour sa consommation d'alcool, pour son goût du luxe, où il continue à acheter des peintures, des images, et poursuivi par les huissiers, bien sûr. Le fait que, malgré tout, il va faire les traductions d'Edgar Allan Poe, parce qu'il parlait anglais de par sa mère. Donc, il fait révéler, et ça a un certain succès qui lui assure un petit peu. Et puis, il y a le procès des Fleurs du Mal en 1857, qui est c'est terrible pour lui, parce que
il n'a jamais voulu être, comment dire, la vente la plus populaire. C'était pas son but, il voulait plutôt être connu. Et là, quelque part, c'est l'opprobre public. Il reste un mythe au niveau d'un petit microcosme parisien, mais il vieillit aussi. Et ce microcosme c'est déjà un vieux qui vient raconter des histoires. Et vieux, quand je dis vieux, physiquement, il fait vieux. C'est ça aussi. Tout est pathétique. Jeanne est à moitié paralysée et lui va finir aussi moitié paralysé. L'autre face, comme si c'était les deux faces d'un miroir qui s'étaient paralysés un moment. Il est mort au moment où sans doute il ne pouvait plus écrire. Alors Bernard Islet, ma dernière question, à nouveau, on pourrait encore vous écouter parler de Baudelaire pendant des heures, et vraiment je recommande à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent de se plonger dans l'album graphique que vous avez consacré à Baudelaire, parce qu'il y a tout y est, je veux dire, et il faut le lire plusieurs fois pour retrouver dans les détails des images ce qui peut échapper à une première lecture. Mais j'étais surpris au début de cet entretien quand vous me disiez que, dans le fond, le scénario, le projet existait depuis longtemps et que les éditeurs éditaient à le produire. Et c'est donc le bicentenaire, ou est-ce que c'est aussi le confinement qui a créé des conditions particulières? Non, ni l'un ni l'autre. C'est pas le bicentenaire, puisque l'éditeur, quand il est venu vers moi, c'est José-Louis Boquet, l'éditeur d'Air Libre chez Dupuis. Oui. Il m'a dit maintenant c'est possible. C'est possible financièrement d'assurer ce projet et d'avoir une construction. Et c'est moi qui lui ai répondu à ça. Bon, oui, je suis toujours d'accord de le faire. Et je ne sais pas encore vraiment à quoi ça va ressembler, mais je peux déjà dire qu'il sortira en avril 2021. Il m'a dit pourquoi? Et j'ai dit, parce que ce sera le bicentenaire. Il m'a dit, OK, dans ce cas-là, on le met dans le contrat et ça va dynamiser. Et cette contrainte a été libératrice pour moi, mais pour toute l'équipe qui y croyait, et il fallait sortir ce livre. Et ça a créé sans doute un sentiment d'urgence qui a fait que, voilà, ça a donné ce livre-là. Ça, c'est extraordinaire. C'est vrai que parfois, on se dit, c'est bizarre. Pourquoi? C'est une question de l'ère du temps. C'était pas possible de raconter ça avant, je ne sais pas. C'est comme ça. Et alors, ma deuxième sous-question, c'est, vous avez donc démarré la réalisation de ce roman graphique, cette biographie graphique en 2020, c'est-à-dire en période de ce début de confinement, de pandémie, d'interrogation. Est-ce que ça a influé sur, outre le fait qu'il y avait une pression pour la date anniversaire, est-ce que ça a influé d'une certaine manière sur ce que vous avez apporter peut-être de différent dans l'image, dans la force de certaines images, dans la force de certaines séquences? Certainement, c'est-à-dire, bon, mettons les choses au clair, je suis un confiné professionnel. Ma vie s'est passée 12 heures par jour dans un atelier coupé du monde. Donc, à cet égard, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, la situation qui s'est présentée au niveau de l'Europe m'a révolté, réellement révolté de ce qui se passait, le mouvement de révolte vis-à-vis de la communication, le fait que des gens se soient servis de ça pour faire passer une idée que je pensais dépasser, qui était le mal est dans l'autre. Voilà, on passe à c'est l'autre qui peut vous tuer, et de créer cette nouvelle méfiance, et ça crée un monde que je ne reconnais pas et que je n'aime pas. Donc cette révolte, d'un autre côté, on va dire, cette révolte s'est mise dans le dessin, donc moi j'ai bien vécu ça. Et assez curieusement, personne ne m'a parlé de l'aspect trop explicite des scènes de Baudelaire, pour ainsi dire. Ça, c'est formidable. Comme si le sexe, qui pouvait être quelque chose de provoquant et qui engageait des débats auprès des éditeurs, parfois en disant, est-ce que tu crois que... Tu sais, moi, ça ne me choque pas, hein, mais le public, hein, attention, hein, le public. Hein. Eh bien là, je pense que dans le climat de confinement, personne ne pouvait penser ça, parce que la pression était telle sur ce confinement que j'imagine que, et sans en faire un lien de cause à effet, mais je sais qu'une des premières choses qui s'est passée au confinement, c'est que YouPorn a offert un abonnement gratuit. Et je me suis dit que la vie sexuelle des gens devenait beaucoup plus intime, et quelque part, il y avait, voilà, au moins ça,
on ne pouvait pas y toucher, c'était la sphère intime. Donc personne ne m'a dit quoi que ce soit sur, et moi-même, j'avoue, je n'ai pas cherché ni à provoquer, je racontais l'histoire, je n'avais pas le temps de faire des grands débats, je vais leur montrer ça. Non, Mais par j'étais... contre, l'histoire même de Baudelaire, sa biographie, ce personnage, on a le sentiment, mais c'est sa vie, ce n'est pas le fait que ce soit en 2020 pendant le confinement, mais on a le sentiment malgré tout qu'il est de plus en plus cerné et qu'il est de Oui, plus en plus exclu du monde extérieur. Et j'ai eu le sentiment, mais c'est purement une lecture, le sentiment que peut-être que cet environnement de confinement dans lequel se crée ce livre-là fait que cette dimension-là de Baudelaire est plus intense dans la manière de la... probable. C'est probable, c'est-à-dire que il y a une chose qui m'est apparue, c'est un individu qui est malade toute sa vie, donc c'est la maladie. Et de cette maladie, il en fait un chef-d'œuvre. Je me suis dit, bon, si on pouvait tirer de cette période, de cette folie collective, d'en faire des fleurs, ce serait quand même formidable. Donc voilà, oui, ça m'a tiré vers ça. Je me suis senti très libre dans le fait de le faire, parce que j'ai aussi pris conscience assez vite que la plupart des gens, dans le premier confinement, vivaient ça positivement, comme si c'était un retour sur eux-mêmes, qui les amenait à plus lire. Et j'ai vu plus de gens qui lisaient des livres, parce que Netflix, c'est bien, mais au bout d'un temps, franchement, c'est un peu vide et on a envie de plus de contenu. Et donc là, à cet égard, peut-être que les choses se sont rejointes, tant mieux pour moi et pour Baudelaire. Très bien. Bernard Isler, c'est sur cette observation que je vous propose d'arrêter cet entretien, que l'on aurait pu poursuivre encore et encore. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Merci aussi pour le temps que vous avez consacré à Mademoiselle Baudelaire, qui est un merveilleux, un magnifique ouvrage. En plus, c'est une belle... C'est un livre-bibliothèque qui permettra et qui donnera envie à beaucoup d'entrer aussi dans la poésie de Baudelaire et dans les fleurs du mal, dont on réédite évidemment, par exemple, en folio, une Ah oui. version folio classique qui permet d'avoir facilement accès et de se replonger dans l'œuvre de Baudelaire après avoir lu votre magnifique biographie graphique. Je ne sais plus comment il faut dire, c'est un roman graphique, biographie graphique, peu importe, c'est chez Air Libre. Merci Bernard Isler. Merci.